Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. Début de saison, mais surtout début d'année, je vous transmets donc nos meilleurs vœux de la part de l'ensemble de Lakers France. La saison a déjà livré ses premières conclusions, les Nets gagneront le titre malgré leur défense foireuse, les Hawks seront finalistes de conférence du moins s'ils arrivent à jouer correctement 2 fois de suite, et Marc Gasol est clairement cramé parce qu'il ne met pas un contre en second rideau. Afin de revenir sur les autres renseignements, je serai à nouveau accompagné de mes deux acolytes de toujours. Amateur de bijoux et de hustle, il est en dépression depuis que son coiffeur lui a certifié qu'il ne pourrait pas se laisser pousser des dreadlocks comme son nouveau chouchou. Nas est avec nous. Comment ça va, Nas ? Salut Clément, salut tout le monde. Bonne année à tous. Et puis en espérant un 2021 un peu meilleur quand même que le 2020. Ça risque pas d'être très difficile. Et puis surtout bonjour et bienvenue à tous ceux qui me suivent sur Twitch depuis peu, puisque j'assure quelques lives de temps en temps sur 2K et je sais qu'il y aura pas mal de vaillants de Twitch qui seront là à nous écouter pour ce nouveau pod. Entre Jean-Pierre Pernaut qui arrête de présenter le JT et la galette des rois de Marty annulée, ce sont deux coups durs pour notre personnage préféré. Adrien brave la tristesse et sera avec nous ce soir. Comment ça va, Adrien ? Bonsoir, ça va très bien. Bonne année à toutes et à tous. Et ma foi, écoute, je suis en train un petit peu de poncer les tutos athlétiques de Jokic pour un peu effacer cette période des fêtes. Mon Dieu. Messieurs, on s'était quitté sur une preview où, entre autres, on envisageait un début poussif des Lakers, peut-être encore fatigués du titre, des nouvelles recrues intégrées, des stars qui seraient sans doute protégées au niveau du temps de jeu. Et si les prévisions se sont avérées, en fait, on avait plutôt raison sur ce point-là, les Lakers finissent ces 2 premières semaines de compétition avec un bilan de 6-2, soit la meilleure marque de la conférence Ouest à égalité avec les Suns. On a été, toutefois, sur ces 8 matchs, beaucoup alpagués par les fans, puisqu'on parlait de joueurs qui jouaient en claquettes, pour finalement se réveiller au 4e quart-temps. Faut-il s'inquiéter, messieurs ? C'est sympa le mot inquiété que tu utilises et la tournure. C'est pas comme s'il y avait 15 autres mots dans le Larousse disponibles pour le dire. Bref. C'est du tempering, ça, non ? Grave. Bon, non, peut-il s'inquiéter ? Je pense que ce qui peut être pas mal, c'est qu'on utilise un peu cette colonne vertébrale pour pouvoir débriefer les différents matchs et voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et puis conclure en fait, tout simplement. Je pense que c'est important. On a de la stat en plus. On m'a dit tout à l'heure en préambule côté Clément, côté Adri, donc on va y aller. Très bien. Ok. On commence par. Ah putain. Ça va être catastrophique. On commence. Est-ce qu'il faut être inquiet ? C'est ça ta question. C'est ça. Quand on commence la saison à 6-2 en jouant, comme tu l'as dit, on est loin d'être au maximum. Non, on ne peut pas être inquiet de ce que l'on fait. Le but, on l'a répété sur le dernier pod, le but c'est d'arriver le moins cramé possible dans une intersaison raccourcie, d'arriver donc le moins cramé possible en play-off. Si tu peux limiter les minutes, si tu peux limiter l'énergie tout en soignant ton bilan statistique, ma foi, tu peux être creux. Complètement. Et est-ce qu'au niveau de la production sur le terrain, on voit des ajustements à faire au niveau de Vogel, notamment sur l'implication de Gasol en début de saison. Il y a un peu de mieux au niveau de l'attaque. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ou est-ce que ce bilan est en trompe-l'œil ou vraiment les Lakers sont parmi les meilleures équipes de la ligue actuellement ? Ok, tu parles de Gasol. Ok, on va prendre les 2 line-up où Gasol démarre. Okay. Donc celui qui a démarré le premier 5 de départ, début de saison, quand KCP n'était pas blessé. Le net rating, il est de plus 24. Okay. Quand KCP est sorti et où c'est Kuzma qui a récupéré sa place, on est passé... Attends, j'ai la stat ici... non, un peu plus bas. Je crois qu'on est à plus 18. Donc avec chaque fois Gasol dans 5. Encore une fois, pourquoi est-ce que tu vas être inquiet ? Ça marche. Ce 5 de départ marche. C'est d'ailleurs pour l'instant une des leçons qu'on peut voir sur le début de saison, c'est que c'est plutôt le 5 de départ qui tire l'équipe vers le haut. Et quand on se prend des bâches ou des runs, c'est parce que c'est le banc ou le type de rotation qu'on aligne après le 5 de départ qui n'est pas au niveau. Ouais, notamment sur parfois la défense du poste 5 quand t'as Harrell sur le parquet avec AD par exemple, où c'est Harrell qui se retrouve à défendre, on va dire, sur le meilleur big adverse et non AD. Bon, c'est pas arrivé tout le temps, mais c'est arrivé à certains moments et ça a pas mal coïncidé avec des moments où on a pu se prendre des runs ou galérer un petit peu plus. Donc pour moi, Gasol, il fait effectivement un début de saison peut-être discret au niveau du scoring. Ceci dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de Marc Gasol pour pouvoir alimenter le scoring des Los Angeles Lakers quand t'as LeBron, AD, Schroeder, Harrell, Kuzma, KCP, Matthews et compagnie, en vérité
des joueurs capables de mettre des paniers, on en a beaucoup. Nous, Gasol, on a surtout besoin de l'exploiter dans un registre qui est le sien et qui est là où il excelle vraiment, c'est au playmaking, pour décharger un petit peu de LeBron et même pour proposer un basketball plus léché et plus imprévisible pour les staffs, les coaching staff inverses. Donc pour moi, doit-on s'inquiéter pour Marc Gasol? Non, je te rejoins, Adrien, totalement. On avait dit, tu vois, qu'au niveau de l'attaque, on allait changer des choses par rapport à ce qu'on voyait l'année dernière. Et effectivement, c'est ce qu'on voit déjà. En transition, on est moins percutant qu'auparavant. Et également, on est aussi bien moins efficace. Bien moins efficace aussi sur le cut. Et alors, quand je dis le cut, ça inclut tout ce qui était alley-oop. C'est un jeu sur lequel on moins de verticalité, en fait, tout simplement. Beaucoup moins de verticalité, ça se sent. Mais ok, on joue moins là-dessus, mais si de l'autre côté tu maintiens ton efficacité offensive et ton efficacité globale, c'est pas grave. C'est pas grave, complètement. C'est juste des choix, en fait. Exactement. C'est juste des choix. Moi, je trouve quand même que depuis cette saison, les Lakers ont un basket qui est quand même beaucoup plus sexy en attaque que celui qu'on avait la saison dernière. La saison dernière, on se reposait beaucoup sur LeBron James, sur des tirs qui étaient les siens, le fameux du PNR classique LeBron AD par exemple, bien du LeBron tête de raquette qui au poste, qui tente du post fade, bien LeBron sur du trail, bien AD sur de l'ISO poste bas. Donc on avait des plays qui étaient quand même ultra bidons. Bon, de temps en temps on avait du transition 3, etc. par exemple. Et là on pose quand même un basketball sur demi-terrain qui est pas tout le temps, mais par moments beaucoup plus sexy à regarder, avec un ballon qui tourne mieux, des joueurs qui savent un peu, qui se placent plus sur les ailes. On fait même limite des fois du 5-out, tu vois, ce qui était quand même quelque chose d'inenvisageable la saison dernière quand t'avais un grand comme Maggie Howard sur le parquet, quoi. Donc c'est un basket juste qui évolue pour moi, tout simplement. On va y revenir un peu sur Maggie Howard, puisque bon, comme je le dis, il y en a beaucoup qui ont parlé des Lakers sans claquettes, il y en a d'autres qui ont parlé de la défense, donc un step down au niveau défensif. Est-ce que c'est vraiment le cas, messieurs, sur cette première partie de saison, en tout cas sur ces 2 premières semaines de compétition? On le répète, c'est pas parole d'évangile, hein, c'est pas parce que les Hawks sont en play-off actuellement qu'ils le seront à la fin de la saison, par exemple. Mais est-ce qu'au niveau défensif, les Lakers vont s'en sortir mieux que ce qu'on voit, ou mieux que l'année dernière, par exemple? Ça dépendra, à mon avis, des ajustements qui seront faits à la volée par le staff, notamment à l'intérieur, à mon sens. Parce que effectivement, j'ai pas envie de pointer Harrell comme étant l'handicap majeur des Lakers en défense. Il est clairement le joueur le moins bon défensivement dans nos big men. Clairement. Et dans nos big men, on peut même y inclure Kuzma et LeBron. Hein. Franchement, je trouve qu'Harrell, ça défend moins bien sur du grand que Kuzma ou que LeBron. Et donc, sans le pointer du doigt, moi j'attends plutôt de voir comment est-ce que Vogel réussira à créer des ajustements pour qu'il se retrouve pas isolé, parce qu'il y a quand même eu des séquences où les équipes adverses prenaient un malin plaisir à envoyer leur grand le plus capable sur Harrell, plutôt à créer du mismatch, à le faire switcher sur Harrell, etc. uniquement parce qu'il est facile à jouer. Et la question, ça va être, en avançant dans la saison, qu'est-ce qu'on pourra faire pour limiter ce type de stratégie adverse. Voilà, pour moi, ça va être une des grosses clés. Parce que je trouve qu'au périmètre, en tout cas avec, là je parle plutôt de nos guards, on est pas mal, et on a quand même été privé de Caruso, mais Schroeder, c'est pas mal du tout. Wesley Matthews, c'est très bien. Bon, KCP, c'est KCP. Et voilà, je pense aussi que AD, même s'il est pas si dégueulasse que ça en défense, il est encore loin de jouer à son maximum. En attaque, pareil d'ailleurs. Mais ouais, donc je pense qu'à mon avis, on va faire que s'améliorer au fur et à mesure. On préchauffe juste là, à mon avis, pour moi. Adrien? Ouais, pour la défense, ce qui faisait la force des Lakers l'an passé et dès le début, c'est qu'il y avait un côté très étouffant. Que dès qu'un garde ou un allié adverse s'aventurait dans la peinture, rapidement il y avait ce côté, il y avait une pression de la taille sur lui qui posait problème. Cette année, c'est loin d'être le cas. C'est vrai qu'on est redevenu, je vais dire, une équipe moyenne bonne, mais plus moyenne que bonne en termes de protection de la peinture. Oui. Alors c'est peut-être dû, tu le mentionnes, on perd de la taille. Harrell, quand même, il y a un déficit par rapport à nos 2 7-footers qui nous ont quittés. Et puis tu l'as mentionné, Nas, que AD en intensité, il n'est pas encore là. Non, bien sûr. Il s'en fout un petit peu, donc ça se ressent sur les rotations. Si tu prends lors de la défaite contre les Blazers, la manière dont AD se fait quand même prendre plusieurs
plusieurs fois par Nurkic aussi, Ouais, et à c'était ne une pas honte, le franchement. suivre. Tu vois, il y a des trucs où tu te dis, est-ce que même la défense parfois qu'il a laissé beaucoup de latitude au big adverse, tu dis que oui, il n'est pas encore dedans. Il est pas Non. où il se préserve, mais en même temps, Moi, je je peux pas pense lui qu'il se donner préserve. tort. Moi, je pense qu'il se préserve. Mais Et t'as raison. je peux pas lui donner tort. Peut-être, j'ai pas envie qu'il se saigne contre quoi? Contre Nurkic Mm. et Gorgui Dieng. On s'en fout, Ouais. quoi. Tu vois, Ouais, c'est on s'en fout, ouais. c'est un peu plus tard qu'on l'attendra. Donc ça, il y a ça qui change. Après, tu parlais du périmètre. Alors, ça va être un petit peu je dirais pas le slogan, mais un petit peu la réplique de ce pod, c'est que on est vraiment sur un petit échantillon. Donc on est à peine 10% de la saison. Enfin, Ouais. on a dépassé, ouais, c'est Dépassé ça, légèrement. Ouais. 72 matchs, c'est ça. Ouais, Ouais, donc c'est on ça. a dépassé on a dépassé les 10%. Il n'y a pas de leçon encore. Ouais. Et ce que tu dis sur le périmètre, moi je regardais un petit peu les chiffres, j'attendais qu'on soit quand même meilleur sur la défense sur isolation et la défense sur le porteur de balle sur pick and roll, et c'est pas le cas. On a encore un petit peu Est-ce que c'est parce que ça, est-ce qu'on pâtit pas de l'absence de Caruso sur beaucoup de matchs sur ces stats-là? Parce que c'est justement Oui, pour moi des c'est registres dans lesquels probable. il est très bon. C'est possible, il y a ça aussi, puis le fait aussi peut-être que sur la défense, que l'intérieur, la défense de l'intérieur sur le pick and roll nous coûte aussi peut-être plus de Ouais. points que l'an Ouais. passé. Il y a ça aussi. Ou je te dis tout simplement question que l'échantillon est peut-être pas encore Oui. adapté à ce que l'on voit sur le terrain, c'est-à-dire parfois de très bonnes séquences de Schroeder ou des très bonnes séquences de Wesley Matthews. Par contre, on est toujours aussi impérial sur la défense collective et les secteurs de style, tu vois, spot-up, la défense en sortie d'écran et sur le hand-off aussi, alors que ça c'était des secteurs sur lesquels on était un petit peu plus en difficulté. Cette année, la défense répond présent sur ça. Donc au périmètre, on est encore présent. Mais on l'avait dit, c'était des micro-ajustements. Forcément, quand on abandonnant de la taille, on allait abandonner certains secteurs, on allait rééquilibrer, mais on est la deuxième meilleure défense de la ligue. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Moi, là où il faudrait peut-être s'inquiéter pour les Lakers, enfin non, on va dire ce que j'attends, là où j'attends de voir de l'amélioration, c'est au niveau de ce qu'on arrive à faire du box out, qui est plutôt pas mal, je trouve quand même au rebond, parce que je trouve qu'en fait on box out plutôt pas mal les rebonds, mais le problème c'est qu'on en laisse quand même beaucoup, tu vois. Donc on n'est pas dégueu sur les stats de rebond. Clément, toi tout à l'heure, je crois que tu me disais que tu l'avais sous la main. On était parmi les meilleures équipes de la ligue. Sur 100 possessions, on est la 3e équipe en termes de rebonds par match. Voilà. Le souci, c'est que comme tu l'as dit, contrairement à l'année dernière, on encaisse légèrement plus de points encaissés sur seconde chance. Donc sur seconde chance, offensif, c'est exactement ça, ouais. Ce qui veut dire que, ok, on prend des rebonds. Après, en vrai, être la troisième meilleure équipe au rebond, ça veut pas forcément dire que t'es la troisième meilleure équipe en termes de talent pur de rebond. Oui, Ça peut aussi simplement ça peut aussi simplement venir du fait que tes adversaires mettent pas de tir, hein, et du coup tu as plus de rebonds. Enfin, il y a 1000 facteurs qui font bouger cette stat. Mais voilà, il y a des moments où je suis un peu fatigué de voir l'équipe adverse pouvoir avoir deux secondes chance d'affilée sans que personne dise stop, parfois même 3 sans que personne dise stop. Et effectivement, bon, parfois c'est un manque de chatte, hein, tu box out correctement avec tes bigs et la balle a un rebond particulier qui ne va pas sur les trajectoires de tes 3 ailiers. Donc ça peut arriver évidemment, mais malgré tout, il faudrait, enfin, il y a quand même trop de moments, je trouve, où on cède du rebond off aux adversaires. Voilà, on va dire, c'est le seul gros point pour moi, parce que le problème de ça, c'est que tu laisses encore la chance à ton adversaire de se créer du momentum, et dans du match serré, offrir de la seconde chance quand les adversaires sont sur les dents, c'est pas forcément une super bonne. Voilà, c'était ça. Après, comme Adrien le disait, c'est une question d'ajustement, et je pense notamment à la défense. On a vu, je crois que c'était le match contre 6 ou contre San Antonio, où Los Angeles sur 2 minutes change totalement c'est incroyable, totalement de façon de défendre, et demande à Gasol de limite de trapper le porteur de balle sur pick and roll, et ça entraîne plus de rotations, des rotations qui sont efficaces, alors qu'auparavant Marc Gasol restait un peu en retrait, en drop, soit en soft edge pour défendre le pick and roll. Ouais. On parlait beaucoup de la polyvalence de cette équipe. Adrien, est-ce que tu as ces sentiments-là, que cette équipe peut s'adapter sur de plus longues durées que de 2 minutes? Ça va être l'enjeu par rapport aux bonnes équipes, parce qu'on va pas quand même se cacher que alors c'est marrant que le FC Calendrier n'est pas encore intervenu, aidé par l'AS blessure. Il faut dire ce qui est quand même. On joue Minnesota sans Towns. Oui, c'est pas faux. On joue Memphis sans Morant. Ouais, sans
Morant et sans Jaren Jackson Jr. aussi, donc ça va. De l'autre côté, nous, on a juste à déplorer l'absence de Caruso et de KCP. Et effectivement, sur un match, Eddie n'était pas là. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est... Après, je dis, c'est des matchs où, comme on disait l'année dernière, ce qui nous a caractérisé, ce qui nous caractérisait, nous, par rapport à des équipes comme les Clippers, par exemple, pour ne citer que cette saison, c'est que les matchs à prendre, on les prend, tu vois. C'est aussi simple que ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de franchises du haut de tableau qui se votent lamentablement. Je pense notamment au Jazz qui vient de se voter aux Knicks, alors qu'ils sont séduisants, hein, bien sûr, sur ce début de saison, c'est parfait. Julius Randle est une machine, mais il y a beaucoup d'équipes qui étaient annoncées en haut de tableau qui se prennent les pieds dans le tapis. Ouais. Oui, mais nous, j'attends que lorsque l'adversité offensive sera plus importante, il va falloir quand même avoir une défense plus constante. Ne pas être dans cette espèce de nonchalance qui fait que entre nous, face à ces Memphis-là, il y a un match sur les deux. Je dis pas forcément les deux, puisque c'est vrai que l'adversaire va avoir envie de briller face à nous, mais au moins un match sur deux, tu dois blow-out. Tu dois blow-out l'équipe qui est en face de toi, c'est pas possible. Et il y a ton talent, tu dois taper du poing et te dire que après 3 quarts temps, la messe est dite et on n'en parle plus. Et non, tu les laisses venir, et à chaque fois, tu es obligé quand même de sortir grosse performance individuelle pour te sortir de ce pétrin-là. C'est même pas tu laisses LeBron faire, en fait, tout simplement. C'est ça, oui. Après, ça montre que lui, il est encore au niveau, très bien, c'est aussi un facteur rassurant. Mais voilà, j'attends qu'à un moment donné, l'équipe step up à mesure que l'adversité, et on aura un peu plus d'adversité basketballistique en face de nous. Voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais bien avoir un Anthony Davis game, en fait. Ça me rassurerait, ça me ferait du bien. Pas forcément un match où il va se cramer énormément, mais un match dans l'attitude où on reverrait le AD face aux Nuggets, par exemple, tu vois, dans la série face aux Nuggets de playoff de la saison dernière. Voilà, moi, c'est ce qui me ferait plaisir. Ouais, en parlant de AD, moi, je vais te faire une conclusion hâtive. Il sera très loin de toute conversation MVP, sur le MVP et le Deep Boy. Tu l'oublies. Cette année, tu l'oublies. Je pense aussi. À mon plus grand désespoir, d'ailleurs, mais je pense que c'est vrai. Tu vois, et LeBron aussi, tu l'oublieras du MVP et tu le. Ceci dit, je me contenterais très bien d'un first ou un second seed avec aucun de mes franchise players qui touche de distinction personnelle, si on peut arriver frais en playoff avec un bon seed et un parcours royal jusqu'en finale NBA, tu vois. Ça rejoint ce qui se jouait au niveau des contrats. On parlait de Kuzma et compagnie ou des joueurs qui ont signé ici, qui privilégient Markieff Morris aussi, qui est un exemple, qui privilégie, ils ont un objectif collectif et ça outrepasse les objectifs individuels, et c'est un peu le cas sur LeBron et AD sur ce début de saison, et ça sera sans doute le cas cette saison. Ouais. Ironiquement, messieurs, on avait de très bons pourcentages, en tout cas en défense. J'avais relevé les pourcentages des adversaires face à nous selon les types de zones sur le terrain, selon les zones sur terrain, et finalement on s'en sort plutôt bien, notamment à 3 points, et finalement dans la restricted area on est plutôt pas mal, malgré le fait que Gasol ne saute plus de ses 5 cm habituels en termes de détente. C'est marrant, donc sous le cercle on est pas mal alors. C'est ça, finalement défensivement notre bonne stat, ce qui, comme le dit Adrien, c'est aussi lié au fait qu'on ait affronté des équipes claqué. Niveau limité, on va dire, ça pourrait être sympa. Ouais. Sur cette première partie, messieurs, est-ce que vous avez un joueur qui vous a tapé dans l'œil? Adrien, je te laisse commencer. Non, je vais te laisser ton petit chouchou. Dennis Schroeder. Penalty à la 61e. Dennis Schroeder, alors, tout n'est pas tout rose avec Dennis Schroeder. Hein. J'en parlais hier sur le live d'ailleurs sur Twitch. Tout n'est pas tout rose. Il peut des fois être très fatigant quand il va briquer 5 lay-ups d'affilée parce qu'il par pur égocentrisme et par pure fierté de débile, ou quand il se fait plutôt bien défendre sur 1 ou 2 drives, il va en tenter encore après pour absolument mettre son panier, tu vois. Ça, c'est, on va dire, le défaut de Dennis Schroeder. À part ça, putain les mecs, quel plaisir. On a remplacé le démoniaque numéro 9, chauve, bandeau, par ce monstre, quoi. Ça fait plaisir. Du scoring régulier, pas non plus trop gris. À la passe, quand même super intéressant. Ça se met en place petit à petit avec Anthony Davis, on le voit, avec Harrell aussi. Voilà. Alors, il sera pas notre meilleur shooter à 3 points de la saison, je pense, mais il sera un excellent apport et il continue sur cette lancée qui lui avait valu d'arriver 2e la saison dernière, par exemple au Six Moy. Donc, Dennis Schroeder. Ouais, pour commenter sur Dennis Schroeder, c'est effectivement une très bonne satisfaction du début de saison. On avait dit qu'on l'avait avant tout fait signer pour sa production
situation. Bon, évidemment, il n'allait pas pouvoir maintenir toutes les stats qu'il avait à OKC, puisque à OKC, il était limite la deuxième option, peut-être deuxième, troisième option. Là, il est la troisième, quatrième, ça dépend des soirs. Ouais. Mais au niveau statistique, au niveau de la réussite, il est dans sa norme. Hein. Tu vois, que ce soit au niveau à 3 points, c'est un petit peu moins que, que l'an passé. Cette saison, il est à 35% pour l'instant. Bon, oui, enfin, ça me semble Schroeder-esque, tu vois, comme pourcentage, tu vois. C'est du Schroeder haut, puisque en carrière, il a 33%. Voilà. Il a 2 points dessus de ses pourcentages en carrière. Après, tu vois, au niveau des assists, des rebonds, il est réellement dans la norme, dans ce qu'il fait habituellement. Donc c'est très bien. Voilà, la seule chose que je craignais avec lui, c'est que réellement il y a un effondrement de ce pourquoi tu l'as fait venir. Donc ça se maintient. En plus c'est parfait puisque on l'a dit, dans ce début de saison où tu as ton one-two punch qui la joue mollo, donc il a vraiment lui toute l'attitude pour se mettre dans le rythme, pour prendre les tirs qu'il veut, pour prendre ses marques aussi dans le 5. Ça montre aussi également un des points d'interrogation que l'on avait par rapport à lui, c'est est-ce que Schroeder dans le 5 c'est une bonne chose? Eh bien oui, au niveau de l'efficacité oui, donc je dirais que Vogel a raison de mettre tous les dollars dans le 5 de départ. Donc oui, très belle satisfaction du début de saison. Et puis défensivement, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est mieux que c'est quand même pas mal. Ça défend sur pick and roll. Et ça fait même du full court press des fois. On l'a vu notamment face à Memphis. Quand c'est très volontaire sur les rotations aussi, c'est fort, hein, c'est costaud. Hein. Ah, et surtout à des moments importants. Et ce genre de play, elles sont sexy, tu vois. Quand même, elles te font bander toi en tant que fan des Lakers. Donc c'est ce qui me plaît bien. Ouais, tu disais clutch en plus. C'est ça, surtout à des moments importants. Lui aussi, il élève son niveau de jeu dans le quatrième quart-temps, au niveau défensif surtout, puisque en attaque, il voit plus trop le ballon sur les dernières minutes. Mais c'est vrai que défensivement, il a fait du bien sur plusieurs matchs, Memphis, San Antonio notamment. Adrien, ton top player? J'en ai passé Schroeder, c'est compliqué. C'est compliqué d'en sortir un, puisque c'était déjà le cas la saison dernière où c'est irrégulier. C'est ça. Il n'y en a pas un, si tu veux, qui va monter. Et l'équipe, elle est suffisamment intelligente collectivement pour laisser le joueur qui est dans une bonne séquence de le laisser briller, quitte à ce que les autres, tu vois, soient un peu dedans. J'aurais bien voulu, par exemple, te sortir Matthews, tu vois, qui sort une très très belle performance face aux Spurs, aussi dans un des matchs le premier match contre Memphis aussi, il est là. Ça me paraît cool, défensivement. Mais c'est ça, défensivement c'est présent, mais l'interrogation qu'on a par rapport à lui, pourquoi je peux pas être 100% excité sur le cas Matthews, c'est que d'une part, quel va être son rôle exact? Je sais pas, hein. Je pensais qu'avec la blessure de KCP, le 5 il allait naturellement rentrer dans le 5, et bien non, c'est Kuzma qui prend sa place. Ça c'est étonnant, hein. C'est Kuzma poste 2, hein, du coup, hein, qui est... Ouais, ça c'est... Okay. Tu vois, ça c'est du... ce premier soir, ça m'a fait bizarre quand même, hein, quand c'est arrivé, je t'avoue. Ouais, moi aussi, et qui continue avec toi. Finalement, c'est pas mal. Finalement, ça fonctionne pas trop mal, hein, enfin, dans le 5. En fait, c'est ça, tu retrouves de la taille, mais différemment. Tu imposes un défi de la taille, mais sur les ailes et plus à l'intérieur. Mais ça marche. Et statistiquement, pour l'instant, ça marche. Même si, comme on l'a dit, l'échantillon est faible. Là, on parle de quoi? On parle de 8 matchs. Combien de temps? 8 matchs. Donc, tu vois, ça fait quand même pas énormément de minutes pour ce 5-là. Ça fait 30 minutes en tout pour ce 5 de départ. Donc, pour revenir à Matthews, donc je reviens à Matthews. Donc, je sais pas quel va être son rôle. Est-ce qu'on va le faire finir les matchs ou pas? Ou est-ce qu'il va juste être une arme supplémentaire en dehors du banc? Moi, je le voyais un rôle un peu plus important. Ouais, tu vois, je lui voyais un rôle un peu plus important que cela. Surtout qu'à chaque fois que je le vois jouer et que je me focus un peu sur lui, j'aime bien. Ça lâche rien sur n'importe qui. Tu lui dis voilà, lui tu défends sur lui et il défend comme un chien de la casse. C'est impressionnant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un très très fort défenseur individuel sur les postes extérieurs. Ça fait depuis qui? J'ai pas souvenir en fait. Peut-être Artest. Je sais pas, que j'ai pas vu quelqu'un aussi fort en attaque sur l'homme. En attaque off ball, ça serait sexy aussi. Wesley Matthews, tu vois. Voilà. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait vraiment des choses qui se mettent en place pour lui. Parce que c'est quand même pas mal, quoi. Si t'es un mec qui est un peu plus régulier, si tu arrives à avoir de Matthews quelqu'un d'un peu plus régulier que n'était Danny Green, ça mériterait que on augmente son rôle. C'est surtout au niveau des plays qu'il a. Je l'attendais pas à ce niveau, notamment sur les tirs en sortie d'écran. Et finalement, il se retrouve avec des positions et des
et des tactiques appelées par les Lakers pour le faire sortir d'un écran. Et En spot-up. Danny Green était vraiment un spot-up. Il se plaçait, c'était fini. Et l'adresse chutait au niveau des tirs en sortie d'écran. Et finalement, Matthews, sur ce début de saison, est assez satisfaisant de ce côté-là. Ouais, tu as raison. Et puis, c'est un game changer parce que on était très mauvais sur le jeu en sortie d'écran l'an passé. C'est désormais nos points forts. Ouais. Quoi, tu vois. Et pas une mention, Adri, Clem. Moi, je pense qu'on mention honorable quand même pour Kuzma. Ben, ça allait venir à moi, et donc j'allais évidemment parler de mon chouchou Kyle Kuzma. Rappelons-le, qui méritait un A-. Moi, je l'avais vu depuis le départ, le A-, rappelons-le. Non, Kyle Kuzma qui est très bon sur ce début de saison. On l'avait vu en pré-saison et sur ce début de saison, notamment au shoot. Son tir à 3 points tombe. On le voit prendre. Il est très en confiance. On le voit 39,5% tout de même. Oui, pourtant. Je sais pas. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ça. On avait pointé du doigt ses difficultés au shoot. Alors, est-ce que c'est un coup de chaud, comme je l'ai dit à certains en message privé, ou est-ce que c'est un travail avec l'assistant des Lakers voué au shooting? Je ne sais pas. À voir si ça se maintient. Mais c'est vrai qu'il est énormément en confiance. Et il y a une action où il joue un hand-off avec AD et il fait un step back dans le corner. Ça fait filoche. C'est très propre, très propre. Ouais. Et il est, comme l'a dit Adrien, rentré dans le 5 suite à la blessure de KCP. Et à ma foi, encore plus satisfaisant puisqu'il est bouillant, mais d'entrée. Ouais. D'entrée, il fait, il impulse le tempo, il prend ses possessions au tir et il fait mouche. C'est marrant, il a, je trouve, un peu, dès le début du match, un peu ce rôle qu'avait McGee, je sais pas si vous vous rappelez, un peu dans le 5 de départ. C'est ses premiers, dans les 3 premières minutes, ses premiers tirs que tu filais à Mike parce que il avait 5 minutes dans le réservoir à donner, tu vois. Et en fait, c'est Kuzma un peu qui remplace, qui prend un peu son rôle d'énergizer, le rôle d'énergizer qu'avait McGee en début de rencontre, surtout en SR, évidemment, je parle. Ouais, par contre, ça marche quand il est titulaire. Après, oui. Bah, bien sûr. J'allais pointer aussi du doigt un peu quand même en petit moins sa défense qui reste quand même toujours assez limitée. Alors c'est vrai que l'année dernière il était plutôt employé en poste 4 avant de glisser en 3 quand il y avait Markieff Morris, mais cette année il sera essentiellement poste 3 et le voir couvrir à travers les écrans c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il aura plus de facilité à défendre sur du 4 que sur du 3. À mon avis, sur du 3, ça va trop vite pour lui, quoi. Il est bien, hein. Enfin, je veux dire, il a de la volonté et étonnamment, il vient mettre des contres en aide, etc. Ouais. Il vient vraiment faire chier en aide, mais quand il s'agit de tenir son homme à travers les écrans et compagnie, c'est un peu plus difficile pour lui. Peut-être que c'est le début de saison aussi, on verra s'il arrive à s'améliorer de ce côté-là. Mais... Le problème, c'est que quand AD décide de pas défendre à fond et donc du coup certaines aides sautent automatiquement, ça peut être un peu problématique. Yep. Adrien, quelque chose à rajouter sur ce top player que Kyle Kuzma ou on se passe au flop? Non, j'ai pas grand chose à dire. Sur Kyle Kuzma, encore une fois, il faudra juger quand il va réintégrer le banc et quelle sera son attitude et sa production quand il va retrouver son rôle là. Je pense pas que l'expérience Kyle Kuzma au poste 2 sera pérenne sur la saison régulière. Ok. Clem, peut-être que ça fera la transition, je sais pas. J'avais quand même envie, puisqu'on en parle souvent sur le live Twitch, Talen Horton-Tucker. Ouais, on peut l'évoquer, ouais. Mais j'allais évoquer... T'allais évoquer qui? Allez, allons-y. Ok. Bon, après, en niveau top player, j'en avais 2 autres à évoquer. Vas-y. J'avais Alfonso McKinney qui a joué 13 minutes, mais qui est déjà à 100% au shoot. C'est vrai en plus. Lui et Jared Dudley, 100%. Mais il est bon, hein. Il est bon, lui. McKinney, il est bon. Hein. C'est un vrai joueur, en fait. Hein. C'est ça. Ouais. Contrairement à Keiko qui attendait pas. Tetokounmpo, McKinney. Non, mais c'est ça. McKinney sera le 12e homme avant Jared Dudley et son jogging. C'est lui qui rentrera. Ouais. Oui, grave. Je t'avoue que c'est une demi-surprise quand même, parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit utile, ce mec. Hein, il avait été plus que correct quand il était aux Warriors, mais c'est vrai que l'année dernière. C'est dur de juger la performance des joueurs des Warriors l'an passé. Non, justement, il était aux Warriors il y a 2 ans et après il est parti au Cavs. Non, il était au Cavs. Il était aux Warriors il y a 2 ans et après il a filé aux Cavs ça s'est pas super bien passé, si bien que il me semble que les admins de Cavs FR ont apprécié son départ. Messieurs, on peut aussi parler du chouchou de la pré-saison, quand même, Talen Horton-Tucker, qui a eu 5 minutes. Après sa pré-saison, il a eu des minutes et la blessure de Kentavious Caldwell-Pope lui en donne encore plus. Est-ce qu'on juge ce joueur? C'est parti quand même de ceux qui disaient qu'il allait pas forcément avoir des minutes. Quand même aussi un peu, faut quand même être honnête. Il a eu plus de minutes que ce à quoi on s'attendait. Il a effectivement certes profité un peu de la blessure de KCP, mais Caruso. Je pense que de Caruso aussi. Non, les deux. Tu vois, les deux, c'est pas rien. C'est pas rien. On a dit qu'il allait avoir des minutes s'il y avait des blessures. Il y a des blessures, il a des minutes. Mais il a eu ses minutes. Donc du coup, ça veut dire quand même que
Frank Vogel compte sur lui, tu vois. Mais comme l'avait dit en pré-saison, Frank Vogel, il avait dit qu'il n'avait pas anticipé ça, qu'il allait devoir trouver des minutes pour Taylor Horton-Tucker s'il maintenait son niveau. Messieurs, est-ce qu'on juge le niveau de notre sophomore maintenant sur ce début de saison? Est-ce que quelque chose à parler sur C'est trop tôt encore, je pense. Est-ce qu'on l'enterre tout de suite ou Non. On le trade contre Cassius Winston. Moi, ça m'intéresse par contre. Ah, mais je pense qu'il manque. En fait, je pense que ce début de saison, il est caractéristique d'un joueur talentueux qui manque d'expérience, tout simplement. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Il réalise de très belles plays quand même, dire. Et c'est marrant parce que dans ces plays-là ressort l'assurance d'un joueur qui a déjà 7-8 ans dans la ligue par moment. Et parfois, il va s'entêter sur du QI basket complètement pourri. Parfois, il nous a fait du Julius Randle quand il était aux Lakers, quoi, tu vois. Et je pense que c'est parce que c'est le début, c'est le baptême du feu entre guillemets. Et je sais pas, vous avez des trucs à rajouter, vous? Ouais, nous, on va se reciter si tu veux. Moi, j'avais dit que s'il pouvait montrer qu'il était un role player, donc qu'il défendait fort, qu'il mettait ses tirs ouverts, et après, bon, s'il est capable de faire 2-3 trucs balle en main et dans le playmaking, parfait. C'est un peu ce qu'il est en train de faire en ce moment. Voilà, il faut un peu qu'il rehausse peut-être quand même ses pourcentages. Mais à part ça, non, ça va. Il est très jeune encore. C'est sa marge de progression. Il faut être patient avec lui. Et il faut pas attendre que Horton Tucker reproduise en saison régulière ce qu'il a fait sur la pré-saison alors qu'il était la première option de première option d'équipe. C'est pas possible. Après, on le voit quand même qu'il est encore jeune et qu'il joue à l'instinct. LeBron James avait parlé de Kyle Kuzma ces derniers temps en disant que Kyle Kuzma voyait enfin les plays arriver et anticiper un peu plus Talen Horton-Tucker est vraiment à l'instinct. Et en fait, je pense notamment à une passe contre Memphis où il drive une nouvelle fois. Il s'entête vraiment sur son drive. C'est ça. Non, il donne dans le corner. Alors je sais plus qui c'est qui se trouve dans le corner, si c'est Matthews ou si il trouve un shooter à 3 points démarqué dans le corner en face et il sort une passe, mais tu voyais vraiment qu'il était parti pour attaquer le cercle. C'est exactement le même type de mindset, en fait, d'état d'esprit sur cette fameuse play où il est ligne de fond et il tente de drive en prenant le dessus sur son adversaire direct. Là, tu t'attends à ce qu'il balance par exemple un flotteur, ou à ce qu'il attaque le cercle, ou à ce qu'il kick plutôt en plein au milieu, quoi, à 3 points par exemple. Et en fait non, il voit Harrell sous le cercle et il lui sort une passe qui est quand même super belle, avec Harrell juste le devoir de lever son bras et de le mettre dans le panier, tu vois. Et ça, c'est des types de play quand même qui montrent qu'il a quand même une vision et une intelligence basket qui est quand même supérieure à la moyenne des gamins de son âge, quoi. Et ça, c'est quand même assez prometteur, je trouve. Ça et la play que tu évoquais aussi, Claire. Très bien, messieurs. Le moment est venu de parler des flop players. Quel joueur en va enterrer? Est-ce que vous en voyez un? Pareil, non. Pour l'instant, non. On gagne en plus. C'est ça. On gagne. Quand tu sors de 6-2, c'est compliqué de pointer quelqu'un du doigt. Bah ouais. C'est ça. Après, il y a des joueurs, tu peux dire, pour l'instant, ils sont pas vraiment dedans. Tu vois, je pense à Markieff Morris. Je trouve, il y a moins réussite qu'en playoff l'an passé. Mais c'est que le début de la saison, donc ça n'a aucun sens de l'enterrer tout de suite. Très bien. Bah, je pense enterrer Quinn Cook, qui a pas eu beaucoup de minutes en dépit de l'absence de Caruso et KCP. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir comme autre absence pour qu'il puisse avoir des minutes, le bonhomme. Mais ouais, ça pue, quoi, pour lui, du coup, un peu. Oui, mais ça c'était acté, ça. Ouais, je sais, mais bon. C'est le premier à sauter, de toute façon. Enfin, c'est le premier à sauter. S'il y a de l'argent à trouver pour signer un joueur qui se fait couper dans la ligue, il va sauter. Il va sauter. En parlant de quelqu'un qui saute, Costas Antetokounmpo, il saute bien haut, mais niveau basket, c'est toujours aussi catastrophique. Mais bon. Et maintenant qu'il a re-signé son frère, on peut vraiment pas le dégager là? Il n'y a pas moyen de. Putain. C'est terrible. C'est un two-way player, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et en plus, le pire, c'est que ces joueurs ne pourront même pas profiter de la J-League puisque l'équipe ne voulait pas y aller. Enfin, bref. Bon, ça... Ah oui, ça je savais pas. Tu vois, si l'équipe de J-League n'y y va pas. Okay. Putain. Bon, messieurs, on passe à la partie pronostic, la partie tant attendue. Attends, l'équipe de J-League n'y va pas, mais Liangelo Ball y va. On a su aujourd'hui. C'est vrai. Ça, c'est bon. Big Baller Brand. French Big Ballers. Merde. Messieurs, on passe à la partie pronostic. On s'est plutôt planté, surtout moi. J'avais un bilan à peu près similaire, mais niveau match, c'était pas ça. Ouais. C'était pas ça. On passe aux 7 prochains matchs.
messieurs. Donc le premier match, c'est le match qui aura lieu cette nuit. On enregistre un vendredi. Et donc le match sera face aux Spurs. Réception des Spurs pour le dernier match de la saison face aux Spurs. On les a joués 3 fois en l'espace de 3 semaines. Ouais. Allez, un petit swap, victoire. Ouais, victoire aussi. Et victoire aussi. Back-to-back et réception de Chicago, messieurs. Ouais, victoire. Victoire aussi. Et là, on enchaîne 2 déplacements. Donc le premier le 10 et le second le 12. Donc le premier, c'est face aux Rockets. Ouais. Lui, il va être marrant. Ouais, en plus, ils ont super assistant maintenant aux Rockets, donc c'est chaud. Ouais. En fait, c'est marrant parce que cette équipe des Rockets, même avec Harden, c'est un peu tout ou rien pour l'instant. C'est encore très tôt pour le dire. Mais je sais pas, je les vois nous laver, tu vois. C'est marrant, mais je les vois nous laver. Ouais, moi aussi. En fait. Ouais. Je vais mettre Rockets. Je vais mettre Rockets aussi. En fait, je vois John Wall être en God mode face à nous, tu vois. Genre vraiment, je le sens vraiment trop venir comme ça. Tu vas voir le match de Daniel House à 30 points aussi. Le Daniel Game. Ouais, donc défaite, ouais, pour je sais pas si je pars sur une défaite sur ce premier match ou si j'attends le deuxième, en fait, puisqu'on les joue 2 fois. Oui. Deux fois de suite. Ils ont mis ce truc en place comme au baseball. Tu joues la première fois, tu joues une deuxième fois 2 jours après. Ouais, c'est que ça peut faire mal au bilan, hein, ce doublé là face aux Rockets, putain. Allez, moi je pars. Ouais. Allez, je l'équipe tout double, tiens. Allez. Bon, allez, un tout double. Allez, victoire sur le premier et défaite sur le second. Allez. Voilà, c'est défaite sur le premier et victoire sur le second. Ouais, moi aussi. Défaite et réaction. Ok, très bien. Ensuite, un back-to-back. Après le deuxième match face aux Rockets, on enchaîne. On va au Thunder, messieurs. Victoire, ouais, quand même. Aussi. On revient. Avec un retour de Schroeder sur ses terres. sur ces terres victorieuses. Ouais. On revient 2 jours après Los Angeles et on tape les Pelicans. On réaccueille ça va être les petits fistons. Ça, c'est les matchs que j'aime trop face à Nola. Je vais dire victoire, et ça va être un match pas de sa mère, c'est sûr. Je vais dire victoire quand même. Victoire aussi. Victoire avec Al Kuzma qui se fait laver par Brandon Ingram, non? Personne ne part sur ça. Non, ça non. Allez, victoire quand même pour moi. Le problème, c'est qu'ils ont personne pour défendre sur LeBron. Là, ils ont Brandon. Ouais. Ils ont Rick Bledsoe. Ouais, voilà. Et après, 3 jours après, on reçoit les Warriors. Les Hawks, là non, d'abord on reçoit les Warriors et après on va partir à l'est en road trip, messieurs. Pas tout de suite pour les favoris. C'est ça. Donc, réception des Warriors, messieurs. Victoire. Le problème des Warriors. Les matchs, ça fait 2 matchs que Stephen Curry a pas été chaud. Est-ce qu'il va nous laver Ouais, c'est ça. Le problème de Curry, c'est que tu fais un plan anti-Curry, après ça se passe mieux, tu vois. Ouais. À la limite, tu mets Matthews sur Curry tout le match. Grave. Tu vois, et normalement ça se passe mieux pour toi. Matthews Caruso sur Curry. C'est ça, en mission. En mission, tu le limites à 40 points dans sa forme actuelle, tu vois. Non, je rigole, blague à part, on va dire victoire. On va dire victoire parce qu'en vrai, pareil, en face, ils ont personne, tu vois. En fait, tu maîtrises Curry, c'est très très compliqué pour eux. Non, puis alors ça c'est compliqué pour eux en attaque parce que ils doivent compter sur le crack Andrew Wiggins et le fuckboy Kelly Oubre Jr., tu vois. Mais c'est en défense que pour eux c'est problématique. Qui tu fous sur LeBron? Draymond Green? Est-ce qu'il joue en ce moment avec eux? Oui, il joue. Il est revenu. Ouais, il est revenu. Non, moi je mets quand même Lakers win. Très bien, Lakers win pour moi aussi. Et donc Adrien, t'as dit victoire aussi. Victoire aussi, oui. Très bien. On est optimiste, finalement. C'est ça. En fait, il y a juste la victoire face aux Rockets qui nous différencie, messieurs. Je vais creuser mon trou un peu plus. Très bien. On part sur un mot de la fin, messieurs? Ouais. Tu veux commencer? Par quoi commencer? Si, déjà, alors c'est vrai je suis quand même un peu surpris. Je m'attendais effectivement après le pic, on va dire, de viewers qu'on avait eu au premier live sur Twitch, qui était quand même assez énorme. On avait eu jusqu'à 120 personnes en direct, ce qui était quand même plutôt cool, avec une moyenne, on va dire, de 50 viewers sur le premier stream. Je m'attendais à ce que ça se casse énormément la gueule sur les streams suivants et ça m'aurait pas surpris. Je m'attendais à être dans les 10-15 viewers de moyenne et puis ça aurait été très bien comme ça. En vérité, moi dans le fond, je m'en fous un peu du nombre de viewers. Je geek comme j'y geekerais si je liveais pas, donc ça change rien pour moi. Je le fais partager un peu à ceux qui sont chauds et je vois quand même que il y a quand même du monde finalement. J'ai fait là 4 streams et j'ai une moyenne de 35 viewers sur 6-7 heures streamées, ce qui est quand même cool, donc motivé pour continuer. Et merci à tous. Tu vois, Nas, qu'est-ce que tu t'emmerdes à être testeur de Airbnb? C'est ça.
C'est ça le futur. Hein. Ah là là, tout de suite, la sauce. Mais ouais, non, ouais, voilà, ce serait mon mot de la fin. Merci à tous. Adrien, une petite pensée pour Michael Fultz? Non, arrête, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre de me réjouir des débuts sur des Ah non, joueurs. non, j'étais sérieux. Fait le Non. ligament croisé, c'est jamais. Non, en vrai, c'est jamais bon, non. triste pour lui, en vrai de vrai. Ouais. Il faudra en discuter quand même. D'Orlando, c'est catastrophique niveau. Ouais, la poisse. Niveau blessure. Non, mais le préparateur physique, à un moment donné, ouais. faut se poser des questions. Hein. Putain, cette franchise de poissard, quoi. Wow. Donc, ton mot de la fin, Adrien. Oh, écoute, ma foi, petit début tranquille, hein, un petit peu à l'image des Lakers, hein, premier pod en tong. Hein, ouais, pour ma part. On va se remettre un peu plus dans le rythme. J'espère aussi sur le compte aussi, en remettre un peu du contenu, peu à peu. Voilà, c'est le début de saison pour nous aussi. Soyez indulgents. Ouais, c'est vrai que nous, on est un peu comme Anthony Davis en attaque là en ce moment. Tu vois, en défense aussi d'ailleurs. Ouais. Tu annonces discrètement que tu vas refaire des threads tactiques, Adrien, ou pas? Ouais, on va essayer. Hein, je m'engage à en faire un dans la semaine. Ah, ok. Tu sais qu'en plus, on m'en demande souvent, hein, en live, des gens sur le chat qui me disent les traits tactiques, c'est toi et tout. Je lui dis bah non, c'est quelqu'un qui connaît vraiment le basket. Non, moi j'insulte les gens. Ouais, c'est ça. Bref. Bon, mais pour mot de la fin, moi j'aimerais quand même embrasser Dylan Brooks qui aura tout essayé, mais non, ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé. C'est pas passé du tout pour lui. Too small. Bon, allez, on se retrouve d'ici 2 semaines, messieurs, pour faire le bilan et pour évoquer la suite. D'ici là, plus la famille, bonne soirée. la team. Ciao. Bonne soirée à vous. Ciao. À très bientôt.